Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Tribu de Radio Ma'alif, le podcast qui se lance à la découverte de nous-mêmes, de nos modes de vie traditionnels, de ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Et quand on démarre un podcast comme ça, on est très heureux de recevoir une ressource, quelqu'un d'aussi informé, cultivé, généreux et brillant que c'est Ahmed Skounti, anthropologue à l'INSAP, à l'Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine. C'est Ahmed, bienvenue, tu es chez toi ici. Merci Reda, bienvenue aux auditeurs de Radio Ma'alif à ce nouveau podcast. Alors, avant de démarrer, je voudrais quand même vous signaler, si vous êtes nouveau chez nous, que Ahmed Skounti nous a fait un grand podcast, un beau podcast sur le nomadisme, où il nous a exposé ce mode de vie traditionnel, et que Ahmed était aussi, travaille aussi à la classification dans le patrimoine immatériel de choses qui viennent du... Enfin, tu fais partie des gens qui valident les demandes, c'est bien ça ? Non, je ne valide pas tout à fait, mais je participe quand on me le demande à la préparation de candidatures. Mais j'ai participé avec l'UNESCO entre 2015 et 2017 à l'évaluation des candidatures, par contre. Il y a une sorte d'organe, ce qu'on appelle un organe d'évaluation à l'UNESCO, qui évalue les candidatures qui arrivent de partout, des différentes régions du monde. Et c'est cet organe d'évaluation qui fait le travail technique pour savoir si les candidatures répondent aux critères. Donc voilà, j'ai présidé cet organe d'évaluation en 2015 et 2017. Bon, on va parler de quelque chose qui nous est très cher, quelque chose qui fait partie de notre mémoire collective, des images qui surgissent en général, même quand on parle du Maroc à l'international. Et c'est la Tborida, ou alors la Fantasia, l'Abl Baroud, je ne sais pas quel est le nom que tu voudras choisir pour nous décrire cet art équestre qui est à la fois un spectacle, un sport, un divertissement, une cérémonie, c'est quelque chose d'assez puissant. Tous ceux qui n'ont pas eu la chance, je ne sais pas s'il y en a qui n'ont jamais vu ça, mais en direct, pas à la télé, sont impressionnés par cette cavalcade. Mais c'est le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qu'on voulait aborder depuis longtemps. Ça date de quand, cette affaire-là ? Oui, alors c'est une pratique culturelle, c'est un spectacle extraordinaire qui a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO l'année dernière. Et ça avait fait plaisir. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les médias, ça avait beaucoup plu aux Marocains. Ça a été un motif de fierté. Et ça démontre probablement l'attachement des Marocains à cette pratique et la place qu'elle tient dans la culture, dans les éléments qui sont considérés comme, emblématiques de la culture marocaine. Alors cette pratique équestre, d'abord c'est un jeu équestre, probablement très ancien. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle apparaît. Quand on lit le dossier de candidature qui a été préparé et soumis par le Maroc, il a été préparé par la Société royale d'encouragement du cheval avec le ministère de la Culture. Quand on lit ce dossier, on y voit que cette pratique remonterait au XVIe siècle. À mon avis, cette pratique est beaucoup plus ancienne. Peut-être qu'à partir du XVIe siècle, avec l'apparition de la poudre, le baroud, il y est utilisé. Mais je pense que la pratique est antérieure à la poudre. Pourquoi ? J'ai un seul argument qui est linguistique. Parce que dans les documents, on n'arrive pas à trouver des mentions anciennes. On ne sait pas exactement. Même le XVIe siècle, on n'a pas de preuves tangibles dans les sources qui montrent que la Tborida était pratiquée de cette façon à ces époques lointaines. Mais l'argument linguistique qui me semble attester de l'ancienneté de cette pratique est celui qui nous vient de l'amazigh. Il y a au moins 4 mots pour dire la fantasia ou Tborida, ou l'Abl Baroud en amazigh. Le plus commun est Tafraout. Tafraout veut dire une déclivité du terrain, c'est-à-dire une sorte de terrain plat, peut-être entre des collines, qui permet une cavalcade. On retrouve d'ailleurs le mot Tafraout comme toponyme dans différentes régions du Maroc, y compris la ville Bien sûr. de l'Anti-Atlas, la ville de Tafraout. La plus connue, ouais. Donc c'est une sorte de dépression assez large, assez étendue pour permettre une course à cheval. Donc ça c'est le premier mot. Le deuxième est Tarzout. Dans d'autres régions, dans certaines régions, notamment dans le Souss et dans le sud, dans les régions des oasis, dans certaines régions, on utilise le mot Tarzout. Tarzout veut dire d'abord, c'est de là que vient le toponyme Tarazout, à côté d'Agadir. Tarzout veut dire un champ de culture,
et plus largement un terrain plat. Donc un terrain qui permet là aussi, comme Tafraout, de faire une cavalcade. Le troisième mot est Asbahi. Dans le sud-est, le mot le plus commun, c'est Asbahi. Et Asbahi veut dire exactement un spectacle de fantasia. Il y a peut-être là-dedans le mot Sbah, puisque c'est lié au matin, donc une course matinale, ou alors c'est une corruption du mot Sipahi, qui vient du perse, qui veut dire un cavalier de l'armée. Ouais, ça donne les spahis. Qui a donné en France le corps des spahis, qui a été créé en Algérie au XIXe siècle. Et même aujourd'hui, par exemple au Sénégal, la garde rouge, la garde présidentielle rouge à cheval, s'appelle le corps des spahis. Mais moi, je vois pas bien le rapport entre Tafalaout ou Terzout, qui veut dire des plaines, et Tboreda, en fait. Quand tu dis c'est un élément un indice, c'est-à-dire que tu peux nous expliquer ça? Oui, alors je vais d'abord parler du dernier mot. D'accord, il y en a un quatrième, d'accord. Il y en a un quatrième, c'est Amawel. Amawel qui est utilisé dans certaines régions du Souss et qui vient du verbe mil, qui veut dire montrer, donc il y a l'idée de démonstration. On le retrouve dans le toponyme Tinmel, où se trouve la mosquée Al-Muhad, bien sûr, dans le Haut-Atlas occidental. Et Tinmel veut dire aujourd'hui, dans le néo-amazir d'aujourd'hui, veut dire l'école, tout simplement. Tinmel, c'est le mot qui veut dire école, et donc il y a l'idée de montrer, ou de démontrer, dans le mot amawel. Alors, pourquoi je dis que ces mots sont probablement un indice de l'ancienneté de cette pratique? Parce qu'ils désignent exactement la même chose, ils désignent la fantasia, et en même temps, là-dedans, il n'y a pas d'idée de poudre. Uh-huh. Je ne sais pas si tu vois il n'y a pas l'idée de poudre, il y a juste l'idée d'un spectacle, peu importe l'arme qu'on utilise, il y a l'idée d'un spectacle collectif, équestre, qui prépare à la guerre ou qui est simplement un jeu équestre pour le plaisir du public. Pour être bien clair, c'est-à-dire que si je dis aujourd'hui Terzout, ou le Asbahi, ou le Tafraout, ou le Amawel, ça veut dire Tboreda. Absolument. D'accord. Absolument. Par exemple, si tu vas dans le Maroc central, dans le Moyen Atlas, le sud-est, toute cette vaste région depuis les Zmour jusqu'au Tafilel, tu dis Tafraout, tout le monde comprend que c'est Tboreda. C'est exactement pareil. Mais dans Tafraout, comme dans Terzout, Amawel et Asbahi, il n'y a pas de poudre. D'accord. Ce que tu es en train de dire, hein, pour être sûr que j'ai compris, c'est qu'en fait, la désignation de l'activité ne contient pas de notion de feu, de poudre, d'explosion, de quoi que ce soit. Donc ça pouvait exister avant, même que le mot Tboreda, qui vient de barreau de la poudre, soit adopté de façon, j'ai envie de dire, plus générique et plus collective. C'est bien ça ce que tu dis? Absolument. D'accord. D'ailleurs, le mot Tboreda lui-même est très récent. Sa généralisation est très récente et elle est principalement liée à cette candidature qui a été reconnue par l'UNESCO. Moi, je peux te rajouter un autre élément, hein, pour parler d'ancienneté. On va pas le dater, mais on va discuter un peu. Quand tu lis les descriptions de la cavalerie numide par Scipion, qui est en guerre là dans l'Afrique du Nord, le fait de frapper et de venir d'un seul coup, de repartir, etc. Bon, c'est pas pour les dames, mais c'est autre chose, le fait de tourner autour de l'ennemi. Il y a des choses qu'on retrouve là-dedans, c'est-à-dire l'art de charger ensemble et de repartir ensemble, quoi. Absolument. Et là, on est chez César, là, on est à... Absolument. D'ailleurs, sur la question de l'ancien... Alors, je ne sais pas si cette idée est claire, d'abord, que peu importe l'arme utilisée, la pratique est probablement ancienne. Et que, au fil du temps, elle a été recréée par les communautés suivant les armes de l'époque. Et donc, quand le baroud arrive, quand la poudre arrive, elle prend sa place dans un jeu qui est déjà ancien, qui est antérieur. Non, mais alors on va s'amuser à imaginer ensemble. Sans poudre, c'est-à-dire avec des lances, par exemple, ou avec, je sais pas moi, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on arrive et on tire ensemble. Absolument. Alors là, il y a deux références. La première, c'est celle qui nous renvoie à des temps beaucoup plus loin que l'Antiquité, à la préhistoire et à la protohistoire. Alors nous avons dans les gravures et les peintures rupestres au Maroc, pour ne parler que du Maroc, des représentations du cheval et du cavalier. Il y a d'ailleurs, pour les spécialistes de l'art rupestre, un étage entier qui s'appelle étage des cavaliers. Il y a deux sites majeurs. Le site de Tizin Tirarist, dans la province des Hillel. C'est un ensemble de dalles plates, en très haute montagne,
où il y a une sorte de fresque de gravure, notamment de cavaliers, d'armes, de ce qui semble être des batailles ou des démonstrations de force, très intéressantes. Et ces cavaliers portent des lances et des boucliers rangs. Il y a aussi des représentations de boucliers et de lances en tant que tels, sans les cavaliers. Donc on a là un exemple, ceci était très connu, et c'est un exemple très intéressant qui montre l'utilisation du cheval et la relation entre l'homme et le cheval au Maroc depuis des temps très anciens. Le deuxième site se trouve à Fumchna, dans la province de Zagora. Là aussi, on a des représentations de cavaliers avec des boucliers rangs et des lances ou des javelots. D'accord. Et donc, ces exemples montrent qu'on peut supposer que depuis des temps très anciens, on s'est adonné à un jeu qui prépare à la guerre et qui consiste à partir ensemble, plusieurs cavaliers qui partent ensemble pour attaquer, pour se déferler sur l'ennemi et l'attaquer et rebrousser chemin rapidement. C'est ce que tu disais sur la description de la cavalerie numide. De la cavalerie numide. Alors le deuxième moment, c'est l'Antiquité. De la même manière qu'il y avait la cavalerie numide dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie et la Tunisie, il y avait aussi la cavalerie maure dans ce qui est aujourd'hui le Maroc, et ce qui était le Maroc antique ou la Mauritanie de l'Antiquité. Et on a des indications historiques sur la cavalerie maure. Par exemple, l'historien Tite-Live, un historien de l'Antiquité, à la fin du IIIe siècle, avant Jésus-Christ, le roi Massinissa, pour se rendre d'Espagne, donc il revient d'Espagne, Massinissa, pour se rendre d'Espagne à ses États, donc c'est la Numidie, dont la capitale est l'actuelle Constantine, l'ancienne Cirta, aurait reçu, d'après Tite-Live, de son allié, le roi Baga, roi de Mauritanie, une escorte de soldats morts chargés de le protéger durant la traversée des territoires du roi Massaïsil, Sifax, son rival. Donc on a là une mention de cette cavalerie mort qui probablement s'adonnait déjà à des jeux dans lesquels on pourrait retrouver les racines de la fantasia. La cavalerie mort servit encore lors des guerres daciques dans l'Europe orientale, conduite pour l'empereur romain Trajan par l'officier mort romanisé Lucius Quietus au début du IIe siècle. Et on retrouve la représentation de cette cavalerie mort conduite par l'officier mort romanisé Lucius Quietus. On la retrouve sur la colonne en marbre, la colonne dite colonne de Trajan, dans laquelle on a une représentation en relief de cette cavalerie. Alors si vous voulez voir la cavalerie de Lucius Quietus, qui est le nom romain d'un militaire de chez nous, et que si vous voulez voir la colonne de Trajan, eh bien elle est à Rome. Voilà. Si vous passez dans cette très belle ville, vous profiterez pour regarder les ancêtres de notre beau Reda, s'il vous plaît. Voilà. Alors ce qui est intéressant à remarquer, Reda, dans cette histoire, c'est que dans les représentations rupestres, que ce soit à Tizinterist ou à Fumchna, on voit bien sur beaucoup de chevaux, peut-être pas sur tous, mais sur beaucoup de chevaux, la représentation de la selle. Alors les représentations sont assez schématiques, mais quand on fait très attention aux détails, comme le font les spécialistes de l'art rupestre, on arrive à distinguer un petit trait devant et derrière le cavalier. C'est la représentation de la selle. D'accord. Par contre, les cavaliers morts, d'après les descriptions qu'on en a, et en particulier celle de Strabon, n'ont visiblement pas de selle. Pas de selle et pas de mort. Le mort se réduit à une petite, un harnais léger en coton ou en crin, nous dit Strabon. Donc là, nous avons une sorte de paradoxe ou de différence, on va dire, entre le nord, c'est-à-dire la partie nord du Maroc, donc cette Mauritanie historique, antique, où on montait sans selle, et le sud, à partir de l'Atlas vers le Sahara, où là, on a des représentations de selle. Ça, c'est une énigme que les historiens et les chercheurs pourraient approfondir pour en comprendre les raisons. Le troisième moment dans cette recension historique est le Moyen-Âge, bien évidemment. Alors là, on voit apparaître dans les sources ce qu'on appelle la cavalerie zénète. D'accord, zénète ça. Et d'ailleurs, là, on distingue clairement une façon de monter le cheval qui s'appelle la monte à la zénète. Et les zénètes, comme on le sait, sont l'un des trois peuples, on va
va dire, aux 3 grandes branches des Amazirs, aux côtés des Sanhaja et des Masmouda. D'accord, alors juste pour clôturer ce chapitre histoire, je voudrais quand même dire 2 mots sur ma découverte sur ce monsieur Lucius Quietus, puisque, écoute, on n'a rien à vous cacher, en même temps qu'on parle, on regarde. Lucius Quietus, donc, est un prince amazigh romanisé, un homme de race mort, le plus habile soldat de l'armée romaine, décrit par l'historien de l'époque qui s'appelle Milman. Alors ce bonhomme-là, sa cavalerie, donc mort, a été utilisé dans les guerres contre les Dacians. Alors les Dacians, c'est actuellement plus ou moins en Roumanie, c'est bien ça. Et donc il a été exécuté, ce bonhomme-là, par Adrien, le fameux empereur romain, qui aurait été jaloux. Et apparemment, après son exécution, il y aurait eu des soulèvements en Mauritanie. Voilà. Ça, je suis bêtement sur Wikipédia, excusez la modestie de mes sources, mais je sais pas ce que ça vaut, mais je veux vous lire ce qui est écrit. Une insurrection éclate en Mauritanie où Lucius Quietus est resté très populaire. Voilà. Alors, si on prend la forme connue actuelle de Tbourleda, parce qu'on a gardé ce mot, moi je suis tombé sur des descriptions, alors là on est au XVIIIe siècle, de voyageurs européens qui décrivent à peu près ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des cavaliers qui s'élancent, parfois des acrobaties, qui tirent très bien harnachés, très noblement scellés, avec tout un travail sur la sellerie, les tenues, etc. Et là, on est, dès ce moment-là, je pense, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Absolument. Les jeux équestres occupent une place si importante au Maroc qu'ils n'ont pas échappé aux observateurs nationaux et internationaux, en particulier les artistes. Je pense que tu fais référence en particulier à Eugène Delacroix. Ouais, alors là, il faut dire 2 mots, de l'orientalisme, ouais, donc ces peintres qui arrivent et qui tombent en admiration devant ces spectacles, qu'ils vont figer dans énormément de tableaux qu'on peut voir un peu partout, c'est facile à trouver, enfin, peut-être pas le tableau, mais sa représentation, et qui vont poser un peu l'image qu'on a encore aujourd'hui de notre pays, quoi. C'est très important parce que ça vient tôt, et ça va poser notre identité visuelle quasiment. Absolument. D'ailleurs, ce sont là les sources, disons, à la fois les plus anciennes et les plus sûres qu'on ait de la fantasia. On a des dessins, les dessins de Delacroix, ses carnets, les tableaux qu'il en a tirés sont là pour le prouver. Ils sont d'une précision exceptionnelle. Rappelons que Eugène Delacroix fait partie de l'ambassade de France qui est arrivée au Maroc en 1832 et 1833. Donc il accompagne l'ambassadeur de France au Maroc et il en profite dès qu'il est arrivé à Tanger, de remplir ses carnets de tout ce qu'il voit autour de lui. Il est émerveillé par la lumière, c'est très connu, la lumière du Maroc, mais il est aussi émerveillé par tout ce qu'il observe autour de lui. Pour la première fois qu'il débarque sur le sol d'Afrique, et il croque tout ce qu'il voit en termes de couleurs, de costumes, d'attitudes, de pratiques, d'intérieur, de personnages. Il a un tableau magnifique qui s'appelle Fantasia marocaine, et c'est d'ailleurs, d'après les historiens, le premier à utiliser ce mot Fantasia pour qualifier Tbourida ou Tafraout. Et il a un autre tableau qui s'intitule Jeu de la poudre de Van Meknes, qui date de 1832. Et donc il a assisté, on voit bien, il a assisté à une cavalcade. Il parle de la Baroud, donc le mot circule déjà. Et par la suite, après Delacroix, il y a aussi des photographes qui, à partir du début du XXe siècle, s'intéressent à la fantasia. Par exemple, Gabriel Vert, le photographe de Moulay Abdelaziz, oui. Le photographe de Moulay Abdelaziz, qui enseigne à Moulay Abdelaziz la photographie, c'est le premier à prendre des clichés de la fantasia, qui fascinent tant à l'époque les Européens. Par la suite, on a quelqu'un comme Jacques Majorelle, qui n'en a pas beaucoup représenté. Jacques Majorelle a surtout représenté les souks, l'architecture de terre, les types humains, mais il a un tableau qui s'intitule Moussem à Mogador, dans lequel on voit un cavalier armé au premier plan qui semble avoir pris part à une fantasia. Donc, toutes ces illustrations ou ces sources iconographiques permettent de voir cet art de la fantasia, un art mûr, qui fonctionne dans un écosystème complet, c'est-à-dire les haras royaux qui permettent la reproduction du cheval et des communautés tribales qui continuent à élever le cheval, à pratiquer la fantasia, des artisans qui fabriquent les accessoires, que ce soit les accessoires des cavaliers ou les accessoires du cheval, la selle, le harnachement du cheval, tout ce qui permet d'exercer la fantasia.
Donc cet écosystème semble fonctionner à l'époque, même si de plus en plus les arts modernes entraînent, disons, un recul du cheval, en particulier dans la guerre. Alors, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse avec toi, Si Ahmed, parce que je vais te donner une mission. Voilà, on n'a pas fini de te faire travailler. Je suis tombé sur un témoignage d'un voyageur italien qui accompagne une ambassade italienne à l'époque de Moulay Hassan, donc on est vers 1890, quelque chose comme ça. Et ils débarquent à Tanger et ils vont voir le sultan à Fès. Alors l'Italie, il faut le rappeler, c'est un pays tout récent à l'époque et ils viennent se présenter. Et ce bonhomme-là, comme souvent les ambassadeurs ou les accompagnateurs d'ambassadeurs, décrivent ce qu'ils voient dans les étapes de cette épopée, parce que c'est quand même long à l'époque à cheval d'aller de Tanger à Fès. Et il raconte à 2 ou 3 reprises un jeu de balles où on joue avec les pieds et avec les mains. Mais on joue beaucoup avec les pieds, il paraît que c'est très populaire à l'époque, et il le trouve à plusieurs étapes de son voyage. Évidemment, tu connais mon esprit. J'y ai vu une sorte de football local, ou peut-être une sorte de rugby, parce qu'il faut jeter le ballon avec le pied, l'attraper avec la main. Et je suis très très déçu. 1, que ce jeu ait disparu. 2, qu'on n'arrive pas à en connaître les règles, parce que ma petite théorie personnelle, c'est que tous les pays du monde avaient un foot, vu que quand quelque chose tombe par terre, tu tapes dessus avec tes pieds, et que aujourd'hui c'est présenté comme une invention anglaise, etc. Mais ça serait quand même intéressant de connaître à quoi pouvait ressembler notre football. C'est pas le sujet de tes études, mais j'aimerais bien que tu nous trouves une ressource pour nous éclairer sur ce point. Wa shukran. Ah oui, c'est très intéressant. Moi-même, je suis complètement incompétent sur cette question. Je m'intéresse un peu aux jeux traditionnels. Je sais qu'il existe plusieurs jeux qui ont disparu maintenant. Il y a ce jeu dont tu parles, qu'on appelle Tsakourt. Aussi, ça s'appelle Tsakourt tout simplement en Amazigh en tout cas. Et il y a un jeu aussi qui ressemble un peu au hockey, même s'il ne se fait pas sur glace. Mais les équipes utilisent un bâton pour frapper une balle en bois. Donc oui, il y a tout il y a quelques travaux là-dessus. Je vais voir, il y a quelqu'un qui a pas mal écrit sur cette question des jeux traditionnels. Je vais voir s'il s'est intéressé en particulier à celui-là. Alors, c'est passionnant ce volet historique, à la limite du podcast Histoire et du podcast Tribu, parce que c'est là où on se rend compte qu'on vient de loin. Je ne sais pas comment traduire ce sentiment, mais c'est celui qui m'envahit. Voilà, on vient de très loin et ça se vérifie dans notre quotidien. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la version actuelle de Tsuboreda ? Ça se pratique quand ? Par qui ? À quelle fréquence ? Voilà. D'accord. Alors, je voudrais d'abord, si tu permets, compléter sur les artistes, parce que il n'y a pas que les artistes étrangers qui se sont intéressés à la fantasia, il y a aussi les artistes marocains, des artistes maghrébins qui se sont établis au Maroc. Je pense en particulier à le Marocain Saïd Aït Youssef, qui a peint un tableau sans titre en 1971, dans lequel on voit 9 cavaliers richement parés, dressés sur des étriers, les étriers de leur monture, et soulevant leurs fusils au-dessus de leur tête. Ouais, c'est très... Il y a l'artiste tunisien qui s'appelle Sahbi Chtiwi, qui fait de la sculpture, et il a réalisé beaucoup de sculptures du cheval en buste ou complet, et certaines de ses œuvres font l'objet d'expositions, y compris en marge des événements équestres. Il n'y a aucune surprise à voir les artistes se ruer, j'ai envie de dire, sur ce sujet, parce que, je ne sais pas, je le répète, si vous n'avez jamais vu ça, entre le bruit, le spectacle des chevaux qui galopent, c'est toujours magnifique. Des cavaliers, quand ils sont habillés comme ça, c'est fascinant. La poussière, la poudre, la synchronisation, voilà, ça fascine tout le monde. Et évidemment, c'est un sujet en or. Absolument. Mais il y a quelqu'un parmi ces artistes qu'on ne peut pas omettre et qui doit être en vérité mentionné en premier, c'est Hassan El-Glaoui. Hassan El-Glaoui a peint la fantasia sous toutes les coutures, je devrais dire. Google est là pour le témoigner. C'est vraiment l'artiste de la fantasia. Il y a par exemple des tableaux qu'on lui doit, dont avant la fantasia, l'élan, la parade des cavaliers devant les remparts, la harka en mouvement, le front de la fantasia, le départ de la charge des cavaliers, etc. Vraiment, il a peint ce jeu équestre de 1000 façons, et ces tableaux montrent tout l'attachement qu'il avait en tant qu'artiste et aussi en tant que fils du Glaoui de cet art. Alors, pour parler de ce jeu équestre aujourd'hui,
D'abord, on a quelques données historiques sur les époques relativement récentes. Je commencerai d'abord par ça avant d'arriver à l'époque contemporaine. J'aimerais mentionner le marquis de Ségonzac, qui a entrepris des missions d'exploration au Maroc au début du XXe siècle. Ses livres sont connus, Au cœur de l'Atlas, Mission au Maroc. Il a été par exemple chez les Aïtaïaches de la Haute Moulouya où il a observé les fantasias qu'il a qualifiées des meilleurs cavaliers du Maroc. Alors, on peut s'étonner que les meilleurs cavaliers du Maroc soient dans la Moulouya aujourd'hui, c'est-à-dire dans la région de Midelt. Mais c'est ce que dit de Ségonzac. Il a quand même parcouru le Maroc pour pouvoir tirer cette conclusion qui peut être subjective, mais qui montre aussi que dans certaines régions, on pouvait avoir les meilleurs cavaliers. Il a été chez les Ishqern du Moyen Atlas, où il a assisté à ce qu'il a appelé une fête équestre. Je voudrais mentionner également Edmond d'Estaing, qui décrit en 1920 une pratique chez les Aït Sarouch du Moyen Atlas. Alors il écrit: le jour de la grande fête, on simule l'attaque d'un village voisin, qui est d'ailleurs prévenu. La rencontre a lieu le matin. Les cavaliers richement vêtus chargent et tirent à blanc sur l'adversaire. Les vaincus offrent ensuite un grand repas. D'accord. Voilà des choses Précise. très précises, sur des témoignages précis sur la pratique de la fantasia. Le Britannique Scott O'Connor assiste en 1920 aux charges successives de 3000 cavaliers berbères qui, honneur suprême, avaient freiné leur course à quelques mètres de la tente Caïdal où il avait pris place. Ça, c'est Michael Peyron qui le rapporte dans un magnifique article qu'il a écrit sur la fantasia dans l'encyclopédie berbère. Très bien. Donc voilà, on a là des témoignages qui montrent que ça a été une pratique vivante. Quand la France arrive au Maroc, au début du XXe siècle, c'est une pratique installée qui se pratique de différentes façons dans les tribus. Alors après l'indépendance, la fantasia reprend timidement sa place après l'époque coloniale qui a vu un peu une sorte de régression parce qu'on a désarmé les tribus. Les conditions de déplacement sont difficiles. Les gens sont astreints à rester chez soi, la circulation est contrôlée, il n'y a plus beaucoup d'occasions pour la pratique. Les conditions économiques sont parfois difficiles, surtout pendant les sécheresses et pendant les guerres, la première guerre et la deuxième guerre. Donc tout cela a contribué à une sorte de régression de la pratique qui va reprendre à partir des années 60, donc au moment de l'indépendance. Et il connaît un regain d'intérêt à partir de 1969, à l'occasion du 40e anniversaire du roi Hassan II, qui a vu un grand spectacle qualifié de Fantasia du siècle, qui a été organisé à Rabat avec la participation de près de 2000 cavaliers venus des différentes régions du Maroc. Donc c'est peut-être à partir de cette période-là qu'un intérêt a été porté à la pratique. Alors, il y a quelque chose, Reda, que nous n'avons pas mentionné, c'est le cheval. On n'a pas beaucoup parlé du cheval qui sert dans la fantasia, c'est surtout le cheval barbe. Le berbère. Le cheval barbe, qui est le cheval autochtone, et le cheval qui est vraiment adapté à la pratique de la fantasia. Il y a aussi au Maroc une race qu'on appelle le cheval arabe barbe, qui est issu du croisement entre le cheval arabe pur sang et le cheval barbe, mais c'est surtout le barbe qui est utilisé dans la pratique. Et donc, l'élevage du barbe est intimement lié à la fin. Sans le barbe, la Tbourida, Tafraout ne peut pas continuer. Et donc, il fallait s'en occuper, aussi bien dans les haras royaux que dans les tribus, qui peuvent encore se le permettre. Le cheval a été au centre d'un intérêt important parce que c'est lui qui permet à la pratique de continuer. Alors il faut préciser que ce qui s'est passé au moment de l'indépendance, c'est que la pratique a disparu dans beaucoup de régions. Ah bon? La pratique couvrait quasiment le territoire national avant l'arrivée des Français, parce que partout les Marocains faisaient l'élevage du cheval, et les notables en tribu en particulier avaient des chevaux. Mais à partir de l'époque coloniale a entraîné une sorte de régression, et donc la pratique a disparu dans beaucoup de régions. Je me rappelle, moi je viens du sud-est, mon père avait encore un cheval dans les années, au début des années 60. Mais après, le cheval a disparu
de toutes ces contrées, du sud-est, du Tafilal, du Haut-Atlas oriental et de beaucoup d'autres régions, notamment les régions oasiennes, parce que le cheval demande beaucoup d'attention, il demande des moyens, il faut avoir les moyens pour pouvoir s'en occuper. Donc, en même temps que le cheval disparaît de certaines régions, la pratique également disparaît. La pratique a disparu, mais est-ce que tu penses qu'elle est en danger, là, cette pratique? Enfin, c'est pas l'impression que j'ai, mais dis-moi, rassure-moi. Oui, alors même si elle reprend, disons, à partir des années 60, avec cet intérêt du roi Hassan de lui-même, même si elle reprend relativement timidement. Elle a déjà disparu dans beaucoup de régions, et dans les régions où elle reprend, grâce à cet intérêt royal, elle continue timidement son chemin jusqu'à la fin des années 90, pratiquement jusqu'à la fin du XXe siècle, avec pas mal de difficultés, parce que les conditions sont difficiles, on va passer par la sécheresse des années 80, les conditions économiques du pays sont difficiles, les gens n'ont pas beaucoup de moyens, les pouvoirs publics, peut-être au niveau des politiques, ont du mal à trouver le moyen d'encourager cet intérêt pour le cheval et donc pour la fantasia. Et donc, ça va continuer timidement jusqu'à la fin des années 90. À partir de la fin des années 90, il y a un vif intérêt pour revitaliser la pratique et renforcer la transmission. On atteste, par exemple, l'apparition de troupes de femmes à la fin du XXe siècle. Et il faut dire que ces jeunes femmes qui veulent pratiquer, ou qui pratiquent, qui montent à cheval et qui veulent participer à ce jeu équestre, avaient du mal à trouver leur place parmi les hommes, parce qu'il y avait une sorte de résistance des hommes qui n'acceptaient peut-être pas de voir les femmes débarquer dans un terrain qu'ils considéraient comme exclusivement masculin. Et c'est grâce à la princesse Lalla Amina que les troupes de filles ont mis un pied à l'intérieur de... À l'étrier. Un pied à l'étrier, au propre comme au figuré, donc un pied aussi dans la pratique, dans les compétitions officielles de la fantasia. Est-ce qu'il manque un aspect dans ton exposé? C'est très complet, là. Alors, il manque peut-être la situation d'aujourd'hui. Il est intéressant de mentionner que la pratique de la Tborida Tafraout trouve sa place dans les écoles, aujourd'hui dans les écoles équestres. Donc ça, c'est vraiment un point prometteur qui permettra à la pratique de continuer. Donc on n'enseigne pas uniquement les sports équestres modernes, mais la Tborida trouve aussi sa place dans les écoles, dans l'enseignement formel, on va dire. On témoigne d'ailleurs le nombre grandissant de troupes de jeunes entre 11 et 15 ans, des tout jeunes gens qui pratiquent et qui participent aux compétitions officielles de ce jeu équestre. Et ça, c'est un gage de continuité, parce que quand une pratique culturelle arrive à mobiliser, à toucher, à attirer des jeunes, il est plus susceptible de continuer et d'être transmise de génération en génération. Merci beaucoup, Sir Ahmed. On a appris beaucoup sur cette pratique ancestrale, on a appris sa profondeur historique, on a appris sa diversité. De toute façon, la diversité dans ce podcast Tribu, c'est une constante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'intéresse à un sujet, on découvre à quel point les choses se faisaient différemment d'une région à l'autre. Le Maroc est un pays qui n'a jamais été vraiment centralisé dans sa dans sa pratique culturelle. Et on le voit encore aujourd'hui dans les costumes, dans les plats, et on découvre ça aujourd'hui dans Tboreda. Merci beaucoup, Sir Ahmed, c'était passionnant, pour une pratique qui est passionnante, et que j'invite encore une fois les gens à aller découvrir de visu, s'ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire, parce que c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, littéralement. Merci beaucoup, Sir Ahmed, pour cet exposé brillant. Merci beaucoup, Reda. J'invite les auditeurs à assister au spectacle de la Tborida Tafraout. C'est vraiment, comme tu as dit, un spectacle qui prend aux tripes. J'ai assisté encore dernièrement cet été à côté de Glimim, dans un village qui s'appelle Qsabi, à la pratique telle qu'il se fait au Sahara. Et c'est vraiment une pratique tout à fait spontanée, organisée dans le cadre d'un festival local. Rien à voir avec les compétitions officielles. C'est vraiment fascinant. Merci beaucoup. Allez-y les amis, faites vivre cet art. Et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Yeah.
Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.